Bon, allez, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. C'est le 5e interview, il me semble, hein, H. C'est le 5e interview de la communauté industrie, une communauté dédiée à la transformation digitale. Et on est très content aujourd'hui. On a Alain Leroy avec nous. Alain, qui est membre du COMEX du groupe SEB et vice-président des opérations industrielles en charge de la transformation digitale. Merci Alain d'être là aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous. Alors, je suis moi aussi très content d'avoir Seb aujourd'hui parce que je pense que c'est le parfait exemple pour la communauté industrie. D'abord parce que Seb est mondialement connu. Vous avez plus de 30 marques et un certain nombre de marques qui sont vraiment emblématiques, mondialement reconnues. Je pense que tout le monde a un jour cuisiné dans sa vie avec une poêle Tefal. J'en parlais avec des Espagnols, avec des Américains. C'est un produit qui est connu partout et qui est un produit phare. Et la deuxième raison, c'est que le groupe SEB est un groupe en pointe sur les enjeux actuels que sont la transformation digitale et l'économie circulaire. Donc, c'est un groupe parfait pour venir partager son expérience. Alors, Alain, vous avez dirigé les transformations digitales de 2 fleurons de l'économie française, Schneider Electric et le groupe SEB. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, écoute, oui, très simplement, je suis un gazard de 58 ans qui, au sortir de l'école, a démarré directement et plongé dans l'industrie et qui est toujours. Donc, ça fait un certain temps que je suis dans l'industrie. Je suis passé par diverses fonctions. J'ai démarré par du lean manufacturing, ensuite patron d'usine, patron industriel. À la fin, j'étais patron chez Schneider Electric, patron de la stratégie industrielle de Schneider Electric. C'est là où j'ai effectivement travaillé beaucoup au design de la stratégie digitale. Et donc, depuis 2019, donc 2 ans et demi maintenant, je suis patron industriel du groupe SEB. Voilà, je fais beaucoup de sport et puis je m'amuse pas mal en faisant de la chasse sous-marine avec un petit fusil harpon et puis dans l'ouest de la France. Voilà, à peu près pour mon parcours. Génial. Mais tu fais de la chasse en Bretagne ? Non, plutôt dans l'île de Ré, autour de l'île de Ré. Voilà. Ah, bah super, il faut être bon en apnée là. L'eau est un peu plus chaude qu'en Bretagne. Ouais, c'est sûr. Bon, donc tu es tombé dans le bain de l'industrie tout petit et tu as navigué dedans depuis. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, donc, si tu peux dire… Oui, vas-y, pardon. Non. Alors, ma première question, c'est autour des motivations. Qu'est-ce qui a poussé le groupe SEB à se lancer dans le digital ? Oui, alors 2 mots peut-être du groupe SEB quand même avant. Donc, c'est un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire, je pense, 8 milliards de chiffre d'affaires cette année, 33 000 personnes dans le monde, 40 usines, et on livre à peu près un produit toutes les 12 secondes sur le marché du grand public. Donc, vous voyez, donc, effectivement, les marques, tu as parlé de Tefal, mais Tefal, c'est surtout dans la partie poêle. Mais on a tous les petits électroménagers avec les marques Moulinex, Roventa, Krupp, Scalor, pour les Français principalement. Donc, en fait, ça fait quand même… Et donc, c'était un groupe très, très tourné sur l'innovation. En fait, la stratégie du groupe, c'était quand même la vocation, c'est de simplifier la vie du consommateur à la maison. Ouais. Et donc, très tourné sur l'innovation. Et justement, nos produits qui sont souvent, une grande partie fabriqués toujours en Europe par rapport à tous ceux qui fabriquent tout en Chine, c'est grâce à des produits plutôt high-tech, innovants et qui coûtent un peu plus cher que souvent le produit basique. Donc, cette appétence de l'innovation a fait que forcément, on regarde l'innovation un peu partout. Donc, nos équipes marketing sont aussi très innovantes sur tout ce qui est digital marketing. Mais nous, la production, tout le monde a été très intéressé en fait par la partie développement de l'industrie 4.0, en considérant que c'était sûrement un moyen d'être compétitif par rapport à nos concurrents. Et donc, depuis 6-7 ans, le groupe déjà évolué beaucoup dans ce domaine-là. Moi, je suis arrivé depuis 2 ans et demi, j'essaie de structurer un peu de cette stratégie pour concentrer un peu nos investissements par rapport à des priorités. D'accord. Donc, c'est vraiment… vous avez une culture entrepreneuriale innovante dans le groupe depuis le début. Donc, vous avez vu un sujet qui était pertinent pour améliorer votre productivité. Vous avez tout de suite sauté dessus. Il n'y a pas eu besoin de forcer les gens à accueillir cette nouveauté, quoi. Non, c'est sûr que c'est un groupe qui a déjà investi régulièrement. On est passé des process
totalement manuel il y a une vingtaine d'années à de plus en plus d'automatisation. Donc, en fait, c'était assez naturel, avec des process automatisés ou semi-automatisés, de finalement évoluer après vers tout ce qu'on peut digitaliser. En fait, on le digitalise. Et cette idée de qu'est-ce que je peux raisonner, j'expliquerai ça dans notre stratégie. En fait, qu'est-ce que je peux apporter au client grâce au digital? En fait, on fait partie. Ouais. Et puis, vous avez un positionnement par rapport à beaucoup d'industriels très intéressant parce que vous êtes B2C, vous produisez et vous livrez directement dans les ménages. Donc, vous avez la possibilité de récupérer des informations sur vos clients de façon très fine par rapport à d'autres industriels qui ont des intermédiaires avant, quoi. Oui, alors ça, c'est assez récent malgré tout, parce que c'est il y a 20 ans, Groupe SEB livrait principalement les gros distributeurs, en fait, les Carrefour, Auchan, ainsi de suite. Et de plus en plus, Amazon est arrivé. Donc déjà, Amazon, c'est un modèle très différent. Et nous, on s'est lancé depuis déjà deux ans dans ce qu'on appelle le D2C, le Direct to Customer, où on vend aussi sur nos sites web avec des livraisons directes chez nos clients. Donc, ça représente une petite partie de nos ventes aujourd'hui, mais Amazon représente déjà, la plupart du temps, à peu près 40% de nos ventes. Donc, en fait, le digital par lui-même est déjà à peu près à 50% de nos ventes. Ah oui, mais c'est récent depuis ces dernières années, finalement. Ah ouais, donc, c'est vraiment un changement massif. Ouais. Alors, vous avez une vidéo à partager avec nous. Est-ce que H, tu peux la lancer? Voilà, c'est l'histoire de présenter un peu ce qu'on fait dans nos usines. Super. Ah, voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, les technologies ne cessent d'évoluer. Elles impactent les modes de consommation, mais aussi les modes de production. Pour répondre à ces mutations permanentes, le groupe SEB intègre les concepts d'industrie du futur dans ses usines. Satisfaire les besoins spécifiques des consommateurs du monde entier a toujours été une priorité pour le groupe depuis 160 ans. Grâce à une innovation permanente dans les processus de production, les consommateurs vont pouvoir déclencher dès la commande la personnalisation, la fabrication et la livraison du produit qui répondra à leurs attentes. Découvrez comment l'industrie du futur se concrétise au sein du groupe SEB. Avec les technologies digitales, telles que l'impression 3D ou la simulation, nos cycles de développement et de tests de produits nouveaux s'accélèrent. En parallèle, une réplique virtuelle de nos process de production permet de simuler les différents aménagements de nos lignes de fabrication et leurs impacts sur la productivité et les conditions de travail. Dans nos usines, aux côtés des robots et des process traditionnels, l'intégration de cobots et d'AGV soulage nos collaborateurs des tâches pénibles et répétitives. Avec l'introduction de ces technologies nouvelles, nous accompagnons la montée en compétences de nos équipes. Les données des différents automates et capteurs sont analysées pour gérer la performance de notre process de production en temps réel. Ainsi, les dérives, même minimes, peuvent être anticipées et immédiatement corrigées. Une approche Big Data avec l'ensemble des données collectées nous permet de limiter les rebuts, d'optimiser les paramètres de production et réduire nos consommations d'énergie, diminuant ainsi l'empreinte carbone du groupe. Tout au long du processus, nos collaborateurs veillent au respect de la qualité et des délais jusqu'à l'emballage du produit prêt à être expédié. L'industrie du futur s'inscrit pleinement dans les valeurs du groupe SEB. C'est aussi grâce à cette démarche et à un engagement total dans la transformation digitale que le groupe SEB reste compétitif et leader de son secteur. Voilà, donc c'est un petit exemple en fait de toutes les techno-industries du futur qu'on touche en fait dans nos usines. Vous avez vu, ça va aussi bien la conception des moyens que l'exploitation en production, que jusqu'à customiser les produits pour livrer à des clients. Voilà. D'accord, non, c'est vraiment. Je savais pas qu'on pouvait directement customiser le produit à la commande sur une plateforme. C'est vraiment. Alors, il y a deux produits comme ça. Le Cookéo que vous avez vu, là, qui est en fait une cocotte minute électrique. Vous pouvez changer la couleur, mettre des photos de votre famille sur l'écran, enfin, ce que vous voulez faire. Hein. Et il y a les cocottes minutes qu'on peut graver à votre nom. Donc, on peut graver des noms, changer la couleur des poignées, ainsi de suite. Donc, on a testé ça sur deux produits. Ça marche pas mal. Mais bon, c'est pas, on n'en vend pas des millions. Hein, mais c'est vraiment les gens qui veulent tester.
Voilà, c'est pour montrer que l'intérêt de produire en France, en même temps, peut faire qu'on peut vous livrer un produit customisé en quelques jours. Ouais, super. Alors, quand on a préparé cette interview, vous m'avez parlé de toutes les composantes de votre plan de transformation. Et je pense que vous avez une planche qui présente les différents aspects, parce qu'on voit dans la vidéo que ça touche toutes les étapes du processus. Je pense que ça peut être un bon… Oui, voilà, je pense que c'est un bon… Je pense que si vous pouvez la mettre à l'écran, en fait, c'est le bon moyen de structurer un peu cette démarche-là. Ouais. Moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas, vous la voyez à l'écran ou… Non, elle n'est pas encore arrivée. Ah non, c'est ça, ouais, voilà. Donc, en attendant qu'elle arrive, vous allez voir de toute façon. Donc, en fait, notre stratégie, elle est très simple. Elle est basée sur quatre aspects majeurs. L'objectif numéro 1, quand même, c'est de retenir des solutions. Non, ne bougez plus, vous étiez bien. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, très bien. C'est de retenir des solutions qui améliorent l'efficacité ou qui donnent la visibilité à notre entreprise et qui améliorent en fait la valeur ajoutée au niveau du client. Donc, 4 domaines: source, make, deliver, plan. La partie source, c'est vraiment tout ce qu'on appelle le digital procure to pay, donc connecter nos fournisseurs à nos usines et avoir le plus de process digitaux qui vont être passer des commandes, envoyer des prévisions, payer, réceptionner, échanger même des informations. La partie make, on la verra dans le détail, c'est vraiment la partie de l'usine du futur. Mais on veut aussi améliorer notre partie deliver. Donc là, c'est vraiment la partie livrer le client. Et c'est là qu'Amazon est très fort. Justement, ils ont beaucoup investi. Donc, on a essayé de copier certaines choses, mais vraiment faire en sorte qu'on puisse livrer et suivre tout le tracé de nos produits entre nos usines et nos clients. Et enfin, la partie planning, où là, c'est vraiment planifier depuis les infos marchés et clients qu'on reçoit, comment on planifie la production et qu'on envoie toute l'info à tout notre système finalement. D'accord. Voilà, donc dans chaque domaine, on a des solutions. Si on passe surtout à la partie make, qui est celle-là, voilà. Ouais. Donc là, on a retenu pour cette partie-là trois domaines principaux en fait. Le premier domaine, et on a développé une solution chez nous qu'on a appelée DSM, qui s'appelle Digital Shop Floor Management, qui est une solution qui est développée sur un environnement PTC ThingWorx par nos équipes. Et vraiment, là, le but, c'est de traquer la performance machine, donc ce qu'on appelle le heure par heure. Donc, on a des solutions visuelles qui montrent pour que les opérateurs puissent comprendre la performance machine et améliorer la performance machine. Donc ça, c'est un MES maison qui a été développé par le groupe SEB. Voilà, ce n'est pas un MES parce qu'en fait, on n'a pas retenu les 11 fonctions du MES, on n'a retenu que 4 ou 5, donc en fait, celles qui sont les plus intéressantes pour nous. Et comme on ne trouve pas ces solutions-là souvent sur le marché, c'est soit vous achetez tout le MES et ça vous coûte une fortune, vous n'en utilisez qu'une partie. On a préféré en fait développer nous-mêmes en fait avec PTC qui sont des spécialistes dans le domaine, en fait que les applis qui nous intéressaient à nous. Okay. Et c'est là que une fois qu'on a visualisé la performance, pour manager la performance, on teste en ce moment Fabric, qui est une solution OSS, pour justement ensuite avoir cette animation intervalle court digitale pour améliorer la performance. Et donc, on ne veut pas développer tout nous-mêmes, on veut surtout aussi exploiter des solutions du marché. Et puis, toute la partie mise à disposition des compétences et des gestion du personnel en équipe, on teste Mercatim aussi. En fait, ces deux POC qui sont en cours. D'accord. On veut associer à cette performance la partie énergie management, puisqu'en fait, l'énergie est quand même une grosse composante du coût de production. Donc là, et puis nous, en fait, on a des valeurs fortes en environnement en même temps. Donc, on veut vraiment être carbone neutre d'ici 2050. Donc, on a des gros programmes de réduction de consommation d'énergie. Donc, tout ça, c'est dans DSM. Et vous voyez à droite, en fait, on a beaucoup de cobots, quand on a vu sur le film, des cobots, des AGV, des robots. Et donc, du coup, notre partie Process Efficiency, qui est sur la droite, là, c'est vraiment utiliser tous les data qu'on récupère de nos systèmes automatisés pour améliorer les réglages de machines, faire de la maintenance préventive. Et on a tout un programme sur la vision. Parce que vous voyez que nos produits, on a beaucoup de contrôle visuel.
Et pour automatiser tout ça, et là, on travaille par exemple avec Novabrain, qui est une boîte qui développe des solutions d'artificial intelligence de niveau 3, donc qui se rapproche du cerveau humain, qui est vraiment, j'apprends à la caméra qu'est-ce que c'est qu'un produit bon, et il va me contrôler et il va me sortir tous les produits bons finalement. Par rapport à tous les autres systèmes qui sont, le système va essayer d'identifier tous les produits mauvais. Là, c'est plutôt l'inverse en fait. Et du coup, c'est des systèmes qui consomment peu d'énergie et qui sont c'est du edging, qui sont sur les machines. Et on n'est pas dans le cloud, donc des réponses beaucoup plus rapides en fait que les systèmes d'habitude de big data. D'accord, ça marche. C'est intéressant. Vous avez vraiment un mélange de solutions maison développées ou vous prenez ce qu'il y a de mieux sur le marché dans l'écosystème des startups et vous testez des produits sur toutes les composantes de votre process. Voilà, et tout le système, c'est avec notre environnement DSM, là, c'est finalement tous ces systèmes-là, on peut les connecter. Et en fait, on n'a pas une solution unique qui répond à tout, quoi, en fait, hein. L'idée, c'est qu'on essaie de prendre les meilleures solutions logicielles du marché pour notre besoin propre. D'accord. Votre solution DSM que vous avez créée, vous arrivez à faire du plug and play avec toutes les solutions que vous trouvez sur le marché assez simplement. Vous arrivez à partager les données entre les différentes applications sans passer par un enfer de déploiement. Oui, pour l'instant, parce qu'en fait, tout ça, DSM, en fait, c'est connecté sur un cloud, c'est Microsoft Azure, hein, on est sur Microsoft Azure pour ça, là. Et du coup, une fois qu'on a les données dans le cloud, on peut les utiliser pour d'autres applications et inversement, les autres applications, on peut aussi les connecter sur Microsoft Azure. Donc, du coup, tout ça fait que pour l'instant, ça communique bien. Génial. Beaucoup plus simple que si vous aviez pris le parti de tout connecter à un ERP qui aurait été extrêmement rigide et qui vous aurait bloqué dans votre implémentation. Voilà, parce que nous, on est, j'allais dire, malheureusement sur SAP, un ERP SAP, donc c'est assez rigide. C'est quand même efficace pour gérer. Voilà, SAP, c'est un outil pour gérer quand même, ça marche, hein. Et par contre, c'est très rigide. Donc, effectivement, chaque fois qu'on veut développer quelque chose dans SAP, c'est beaucoup trop long. D'accord, ça marche. Donc voilà, et donc effectivement, le but, c'est qu'on est parti sur ces priorités-là, parce que je dirais en digital, on peut dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Donc le but là, c'est qu'on ait tout ce qui était process efficiency, chaque fois ça se traduit par de la productivité. D'accord. Tout ce qui est performance machine, ça se traduit par nos opérateurs qui participent à l'amélioration de la performance machine, et tout ce qui est énergie, ça se traduit par des baisses de factures derrière. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment focaliser sur notre partie, être plus efficace et optimiser nos coûts. D'accord. Et vous avez des retours sur investissement assez rapides d'expérience sur vos solutions digitales? Oui. La plupart du temps, c'est quelques mois. Hein, donc, vraiment. D'accord. Donc, beaucoup plus rapide qu'un bon nombre de projets en termes de ROI. Voilà, ouais. OK. Alors, on voit beaucoup de solutions développées chez vous. Comment vous avez fait pour développer ces compétences chez SEB? Est-ce que vous avez beaucoup développé en interne? Est-ce que vous avez été chercher des compétences à l'externe par recrutement? C'est-à-dire qu'on a un service informatique quand même qui est assez ouvert sur l'extérieur aussi, hein, parce que lui, on doit largement utiliser 50% de nos ressources en ressources externes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont nos compétences internes et ils vont chercher après des ressources externes, soit en compétences, soit en volume, hein, parce qu'on n'a pas assez de gens. Et par contre, nous, côté industriel, effectivement, c'était surtout les compétences méthodes, usines, où on a déjà beaucoup de compétences informatiques industrielles, automaticiens. Tous ces gens-là, ils sont très aptes à évoluer vers plus d'automatisme, donc ils évoluent assez bien dans ces environnements-là. Le domaine sur lequel on a embauché quelques personnes, et je pense qu'on est encore tout petit par rapport à notre besoin, c'est tout ce qui est data analyst, data scientist. En fait, tous ces jobs-là, je pense qu'on est au tout début de notre évolution. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver du monde. Je pense que d'autres doivent aussi avoir quelques problèmes pour recruter ces gens-là. Ce n'est pas facile à les trouver et ce n'est peut-être pas facile de les garder non plus parce que c'est des profils souvent un peu atypiques par rapport à l'ingénieur
standards comme nous, quoi, qui sont, eux, ils sont quand même très, très différents. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans votre transformation, c'est que vous êtes déjà relativement, même plutôt très avancé par rapport à beaucoup d'industriels, et vous êtes déjà en train de collecter énormément de données qui vont constituer, on va dire, un terrain de jeu énorme pour réfléchir à comment améliorer vos process, comment améliorer votre offre de services ou de produits. Je trouve que vous avez un positionnement par rapport à beaucoup d'industriels qui est intéressant parce que vous êtes à moitié industriel, à moitié un peu sur les plates-bandes des géants de l'e-commerce. Et donc, vous êtes obligé de vous inspirer de leur façon de faire pour vous réinventer. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, en fait, nous, on a déjà beaucoup appris dans tout ce qui était vente directe aux clients. Donc, du coup, on a notre web plateforme, ainsi de suite. Et du coup, tout l'avantage de qu'est-ce qu'on peut tirer comme information avec les clics des clients, est-ce qu'ils achètent ou pas, et ainsi de suite. Et tout ça fait que, en industriel, on peut faire exactement pareil. C'est-à-dire quand nos machines sont connectées et qu'on a tous les datas, on peut très bien surveiller une machine et voir que lorsqu'il y a un échauffement anormal qui arrive ou lorsqu'il y a un bruit qui est signalé ou lorsqu'il y a des vitesses qui changent, en fait, il y a quelque chose qui se passe et souvent, en fait, on a une panne qui arrive derrière. Hein. Donc, identifier toutes ces pannes possibles pour ne pas arrêter nos machines, en fait, est critique. Et ensuite, pareil, tout ce qui est process plus compliqués comme des process de moulage, il y a toujours des contrôles de température, de pression, enfin, toute cette partie-là, en fait, on se rend compte qu'on peut contrôler et on peut corriger pour optimiser, quoi. D'accord. Mais je pense qu'on en est au tout début parce qu'on n'utilise pas encore beaucoup tous ces datas-là pour lier le planning à la production, par exemple. Hein. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, il y avait le procédé SIM de IBM, là, qui était les usines du futur il y a 20 ans. Ouais. Finalement, on y revient, je pense. On y revient maintenant. Dès qu'on sera connecté, je ne sais pas si c'est intéressant à faire ou pas, on n'est pas allé jusque-là, mais dès qu'on sera connecté de notre planning avec la production, on peut imaginer que tout soit automatisé. Ouais. Même si, toujours les risques, hein, quand on automatise trop, il faut avoir la rentabilité derrière, la flexibilité qu'on attend quand même. Bon. Ouais. D'où l'importance d'arriver à avoir une structure de données qui permet à tous les systèmes d'interagir. Je sais que pendant la préparation, là, tu nous parlais d'un comité qui était au niveau de la direction générale de SEB, où en fait, vous définissez quels sont les standards selon lesquels la donnée doit être stockée pour permettre à l'ensemble des applications de parler entre elles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça montre vraiment la maturité que vous avez. Vous êtes à des niveaux de réflexion sur comment vous stockez votre donnée, qui est en général un sujet que beaucoup d'industriels n'ont pas encore vu venir. Oui, donc nous, en fait, on a créé, ça fait déjà maintenant presque 1 an et demi, ce qu'on a appelé une Data Governance Board. Ouais. Donc, où y participe du directeur général jusqu'à chaque, propriétaire de domaine. On appelle domaine owner. Donc, on a, moi-même, c'est en fait pour toute la partie industrielle, mais il y en a d'autres qui sont pour la partie e-commerce, d'autres qui sont pour la partie R&D, d'autres qui sont tous nos process. En fait, on a une douzaine de domaines qui ont été définis. On est tous dans ce Data Governance Board où effectivement les équipes IT, informatiques, sont très au fait de tous nos process clés. Et après, quelles sont les données communes dans tous ces process-là, quoi, hein. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a créé un produit en développement, si on veut pouvoir réutiliser toutes ces données pour le mettre sur notre site web en e-commerce, et si on veut utiliser les données pour les mettre en production, c'est très important qu'elles soient structurées. Donc, en fait, ce board-là nous permet de prendre des bonnes décisions sur les investissements à faire sur les bases de données, les structurations. On valide des principes, des process, on valide des structurations de données. Et tout ça fait que, et quand on a 2 process qui doivent travailler ensemble, les 2 process owners, en fait, ils sont de facto, après la réunion, ils vont régler un souci qu'ils ont entre eux, entre les données marketing et les données production, par exemple. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, je pense, c'est une bonne avancée. Et ça nous permet surtout de faire en sorte qu'une donnée créée à un endroit puisse être utilisée par les autres. Oui, ce qui est une énorme valeur, quoi.
Oui, oui. Alors, c'est très intéressant. Beaucoup des clients industriels qu'on rencontre ont une direction des systèmes informatiques qui n'est pas du tout à ce niveau de maturité et qui sont plutôt, on va dire, leurs principaux challenges, et c'est compréhensible, c'en est un, c'est de maintenir la sécurité de l'ERP, de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, en fait, toute cette mission consomme l'ensemble de leurs ressources et ils n'arrivent pas du tout à être ouverts vers des nouvelles solutions, vers des façons alternatives de stocker la donnée, de la partager. Comment vous avez fait pour développer la maturité de votre équipe SI? Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Est-ce que c'est des profils différents ou est-ce qu'elle a été un peu comme la direction du groupe plus pionnière et plus innovante dans leur approche? Ouais, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si on était. Qu'est-ce qui a changé surtout en fait ces derniers temps, c'est qu'on a recruté donc une personne totalement en charge de la cybersécurité. Donc là vraiment il y a un gros travail. Ça c'est assez récent, c'est-à-dire 3 ans à peu près, juste avant que j'arrive, je pense. Donc là il y a ce domaine-là qui a vraiment changé. Sinon, je pense, non, les gens, je pense, ils se sont formés au fur et à mesure des différents besoins et ils ont évolué. Alors, c'est vrai que comme on utilise pas mal, je disais à peu près 50% des ressources aussi, parfois en prestataire extérieur par rapport à des besoins. Effectivement, quand il y a un manque de compétences, en fait, on va chercher un prestataire avec ce manque avec cette compétence-là. Et au fur et à mesure, on en a embauché pas mal quand même, des gens qu'on a connus comme ça. Donc, en fait, ça permet finalement d'avoir un œil ouvert sur l'extérieur et de connaître des gens qui travaillent avec nous et éventuellement de les embaucher en fait quand on a ce manque de compétences-là. D'accord, ok, super. Alors, tu as dirigé, comme je le disais en introduction, 2 fleurons de l'industrie française et avec pour mission, notamment sur la fin de ta carrière chez Schneider Electric, la transformation digitale et aujourd'hui chez le groupe SEB, la transformation digitale. Est-ce que tu as une expérience marquante à partager avec nous? Oui, bah, j'allais dire chez Schneider, l'expérience la plus marquante quand même, c'était qu'on a eu une usine de Schneider qui avait été certifiée industrie du futur par le World Economic Forum, donc le WEF. Et puis avec les principes que j'ai un peu présentés là. Et chez SEB, c'est vraiment la mise au point de notre système DSM là, qui répond vraiment à notre besoin et qui je pense va être en fait l'élément vecteur en fait pour l'instant on l'a en test sur 4 usines qu'on veut mettre sur nos 40 usines dans les mois et les années qui viennent et qui doit vraiment être le pilier de notre amélioration de performance. Donc je pense que c'est ces deux événements-là en fait qui me motive toujours pour effectivement se rendre compte que cette transformation digitale, c'est critique pour les entreprises comme nous. Il y a 10-20 ans, comme tu disais, la colonne vertébrale du système, c'était l'ERP. Maintenant, la colonne vertébrale, c'est ce système DSM qui permet de partager des données avec beaucoup d'applications qui amènent de la valeur de bout en bout. Ouais, je pense que la grosse amélioration, même si ça existe toujours, c'était j'achète une nouvelle machine automatique. Maintenant, je les connecte en fait, parce que c'est plus que le process automatisé, c'est tout ce que je peux gagner et des temps perdus qui sont dans l'utilisation de ces machines-là, l'optimisation de ces machines-là et toute la périphérie en fait. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est assez récent. D'accord. Alors, on a une question là dans le chat d'une personne qui veut en savoir un peu plus sur le système de vision. Tu as parlé d'un système qui détecte les défauts de production. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne? En fait, nous, on en teste 2. Donc, je disais, on en teste un avec FOHitech. Là, c'est surtout un système là où j'ai des caméras, je prends un tas de données et finalement, je vais comparer ça par rapport à la base de données. En fait, donc, j'ai des millions d'échanges d'informations et qui me vérifie chaque fois si ce produit, c'est un défaut qui a déjà été créé ou pas. Donc, en fait, si le produit est mauvais et si le défaut a déjà été créé. Donc, en fait, il y a tout ce principe de fonctionnement et ça passe par le cloud et en fait, ça a des délais de réponse qui sont par le cloud, donc c'est jamais instantané. Il y a quand même un petit peu de temps de réponse. Et l'autre qu'on teste avec NovaBrain, donc c'est une compagnie française là. Eux, donc c'est l'artificial intelligence de niveau 3. Donc là, c'est pas je vais comparer
mon objet avec tous les datas que j'ai dans le cloud, c'est je lui apprends. C'est un peu le système de l'artificialisation niveau 3, c'est s'il se rapproche le plus du cerveau humain. Donc, je vais lui montrer, comme je montre à un enfant, ça, c'est une banane. Donc, je lui montre ça, c'est une poêle bonne. On peut lui apprendre des poêles à peu près bonnes, c'est-à-dire on accepte ces défauts-là. Ouais. Et après, le système va faire le tri en local, donc au niveau du edge, sans envoyer l'information au cloud. En local, contrôler en quelques millisecondes une poêle bonne d'une poêle mauvaise, en fait. D'accord. Et il développe une intelligence, c'est-à-dire il peut détecter un défaut qui serait nouveau qu'on ne lui a jamais montré. Voilà, c'est-à-dire que quand on ne lui a jamais montré, il le détecte et c'est nous, derrière, il faut valider. Et ça, c'est bon ou c'est mauvais. Donc, en fait, il y a aussi du machine learning au fur et à mesure. Donc, il apprend au fur et à mesure. On lui réapprend chaque fois qu'il a détecté quelque chose de nouveau, si c'est bon ou mauvais. Mais au fil de quelques semaines, on a quasiment détecté tous les défauts possibles. Et en fait, on a un système qui est très performant, très rapide en test. Et voilà. Donc, c'est ce que veut utiliser d'ailleurs dans les véhicules autonomes. Ça va être des artificialisations de ce niveau-là, parce que ça doit être dans la voiture, transposer dans la voiture, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est très récent. On teste ça. On identifie en même temps quel est le coût d'un poste de test comme ça, parce qu'effectivement, il faut l'élément critique, c'est d'avoir les bonnes caméras et les bons éclairages. Et ensuite, le poste est relativement simple quand même. Donc, en fait, c'est des coûts d'investissement qui ne sont pas très élevés. On est toujours à 100 kg, 150 si le système est plus complexe. Ça dépend du nombre de caméras qu'on met. Et voilà, donc c'est ce système-là qu'on est en train de tester. D'accord. La personne qui posait la question demandait le nom de la société française là, qui fait le contrôle de vision. C'est comment déjà? Donc, mon accent anglais est très mauvais, c'est Another Brain, donc c'est A-N-O-T-H-E-R, Brain comme le cerveau, B-R-A-I-N. Ouais, d'accord, ça marche. Super. Un autre cerveau en anglais, en fait, Another Brain. Ok, merci beaucoup. Et alors, on a une deuxième question de Xavier sur la gouvernance. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'innovation, elle est plutôt top-down avec des décisions au niveau de la direction qui sont implémentées partout, ou est-ce que c'est plutôt du bottom-up avec du foisonnement en local et des idées qui remontent et qui sont testées? Si on parle de la partie Industrie 4.0, la partie production proprement dite, là, c'est un ensemble des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite équipe centrale où il y a 3 personnes qui font vraiment la recherche, qui sont à l'éveil de ce qui se passe sur le marché, qui rencontrent des entreprises, qui essaient de voir, et puis qui travaillent au développement de DSM, par exemple. Là. Donc là, c'est vraiment de la veille. Et puis après, si on trouve des solutions intéressantes, on les propose aux usines, et puis ça devient un peu du top-down à ce moment-là. Mais après, dans tout ce qui est dans l'exploitation en usine, bien sûr, les services techniques et les méthodes, en fait, eux, par leur expérience, ils identifient des problèmes ou des pain points, comme on dit, et en fait, ils les remontent, quoi. Donc, c'est un peu eux qui amènent des idées en même temps sur, voilà, notre problème ou voilà ce qu'on pourrait faire. Et du coup, c'est un peu une discussion entre les deux. Donc, c'est du bottom-up, du top-down en même temps pour après retenir une solution ou essayer une nouvelle application en POC, ce qu'on appelle le proof of concept. Super, ça marche. Alors, pour ma dernière question, j'aimerais qu'on se projette un peu dans le futur. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblera une usine SEB dans 10 ans? Alors, écoutez, vers là où on se dirige, après, je ne sais pas si on y arrivera, mais j'espère qu'on y arrivera. Ça serait franchement une usine qui est connectée à 100% avec ses fournisseurs. Donc, en fait, c'est tout très automatisé, les passations de commandes, les réceptions des composants, ainsi de suite. Ça rentrerait directement dans un stockage dynamique. Des lignes de production qui soient pilotées par un système de planning connecté directement avec les besoins clients qui remontent et du coup qui vont chercher des pièces en magasin directement et qui produisent sur les lignes, avec malgré tout des opérateurs qui seront toujours là pour piloter les machines. Et derrière, une livraison client, pareil, la plus automatisée possible, produit fini qui sort de l'usine, qui s'en va directement dans un camion avec track and trace qui va jusqu'à un client final, quoi. Donc, c'est vraiment tout ce système-là. Et on se rend compte que si tout ça, c'était automatisé,
il y a malgré tout quand même beaucoup d'emplois à risque. Oui. Tout ce qui est emploi manuel aujourd'hui, qui se fait par email, coup de téléphone et ainsi de suite, qui pourrait demain, quand le système est fonctionnel, en fait, se faire de manière assez automatisée, quoi. Mais avec la création de nouveaux emplois, de plus de techniciens qui sont là pour gérer ces nouveaux métiers qui se créent, des techniciens pour gérer tous ces systèmes et les maintenir. Clairement, on aura toujours besoin, pour moi, en fait, c'est-à-dire que quand on regarde en production, ce qu'on peut dire, tout ce qui est répétitif, on peut imaginer qu'on automatise, mais tout ce qui est plutôt decision making et puis vraiment la partie qui se rapproche en fait qui a besoin d'un cerveau humain. De toute façon, ça pour moi, ça va rester piloté par des humains. Donc effectivement, décision de production, décision sur les machines. Donc il y a toujours des gens quand même sur les machines pour prendre des décisions, pour valider les orientations et ainsi de suite. En fait, tout ça, ça restera. Et effectivement, beaucoup d'équipes techniques derrière, maintenance, équipes techniques de haut niveau, en fait, pour piloter tous ces systèmes-là, en fait, hein. Et les concevoir et être innovant, en fait, dans toutes ces technos-là, en fait. D'accord, ça marche. Voilà, on a une dernière petite question qui est arrivée dans le chat pour la route. C'est, tu nous décris une usine qui est vraiment connectée de bout en bout. Dans quelle mesure, en fait, la non-digitalisation de tes fournisseurs, elle vous freine? Ça pourrait être un frein. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut connecter les fournisseurs à notre système, on a quelques fournisseurs qu'on connecte. Il y en a certains, effectivement, qui sont petits et qui ne sont pas du tout prêts. Donc, ça nous freine réellement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas après comment en fait on va pouvoir gérer ça. Soit c'est parce que nos systèmes de connexion sont très très simples et en fait n'importe qui pourra le faire. Soit c'est parce qu'il y aura aussi un mouvement dans toutes les entreprises jusqu'aux PME de faire en sorte que elles-mêmes elles vont aussi travailler sur ces sujets-là pour se connecter à leurs clients, hein. À mon avis, ça devient la priorité d'un peu tout le monde dans les années qui viennent, quoi. Ouais, ça marche. Et il y a aussi une question d'Antoine qui parle, est-ce que vous êtes confronté à la multiplication des SaaS? Est-ce que vous avez un foisonnement d'énormément d'applications et comment est-ce que vous gérez ça? Et les coûts associés? Oui, c'est clair qu'effectivement, c'est un problème, ça, la multiplication du SaaS. Et donc aujourd'hui, on ne le gère pas vraiment, on le subit peut-être un peu encore. Donc, il faut qu'on y réfléchisse, comment tout ça peut fonctionner sans avoir trop de différentes solutions SaaS, quoi. Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, en fait, tout le monde développe, voilà. Et c'est vrai qu'il faut, c'est un des problèmes qu'on a, comme les autres. D'accord, ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup Alain, c'était vraiment super d'avoir ton partage d'expérience aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir comment le groupe SEB, en fait, a une volonté de vouloir digitaliser toutes ces opérations de bout en bout et améliorer tous les métiers historiques. Vous êtes passé par l'automatisation, maintenant vous digitalisez tout. Et en même temps, vous avez une stratégie de fond de venir collecter de la donnée. Et en grande partie, vous ne savez pas forcément encore à quoi elle va vous servir, mais vous amassez en fait tout cet or bleu qui va vous donner un jour les possibilités d'améliorer encore davantage votre offre de produits et de services. Je voulais te souhaiter très bonne continuation dans la continuité de ton plan de transformation. Et puis, vous annoncer que le mois prochain, enfin, c'est même pas le mois prochain, c'est à la fin du mois, on va avoir Magdi Batato, c'est le COO de Nestlé, pour parler de transformation digitale dans un autre secteur, dans l'agroalimentaire. Voilà, donc merci beaucoup Alain. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à tous, bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.